écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans un nouveau podcast Histoire. Et nous sommes avec un individu bien connu de nos services qui a répondu à de nombreuses occasions, à des multiples convocations, parce qu'il est de bonne volonté et parce qu'on a beaucoup de choses à lui demander. Abdelafili, bienvenue. Bonjour Serret. Comment ça va? Très bien. Tu as l'air... Froidement. Tu as l'air d'avoir une bonne mine. Eh bien, il en faut pour affronter les besoins du temps. Écoute, tu nous as fait une grosse performance en nous parlant de Sigil Massa. Tu nous as fait rêver en nous évoquant ce port saharien disparu. Et on va remettre le couvert avec la ville d'Hermet. La ville d'Hermet que tu connais bien et qui est à l'honneur en plus parce que je crois qu'il y a une exposition actuellement sur les fouilles qui sont réalisées là-bas. Que tu diriges, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Alors, parle-nous d'Hermet. C'est quoi Hermet? C'est où déjà Hermet? Alors, Hermet, c'est une ville effectivement emblématique de l'histoire du Maroc, au même titre que Sigil Massa. D'ailleurs, il se retrouve dans la même latitude sur la carte, sauf qu'il se retrouve un peu plus à l'ouest, ouais. Dans la région de Marrakech-Asfi, actuellement, et surtout dans la province de l'Haouz et dans la commune d'Hermet. Mais c'est-à-dire concrètement, si on veut aller là-bas, il faut prendre quelle route? Il faut aller à Marrakech. Si on sort de Marrakech, on va... Voilà, vous prenez la route vers Ourika. D'accord. Ourika ou Keimden. Et à 28 km. Voilà, Sidi Fatma. Et à 28 km de Marrakech, exactement, c'est là où ça se trouve, la commune d'Hermet. D'accord, il n'y a plus rien. Si. Il y a quelque chose, heureusement, fort heureusement, parce que les fouilles ont permis de localiser, c'est pas les fouilles elles-mêmes qui ont localisé, ça a été localisé par un explorateur français, Edmond Douté, qui a découvert, à titre d'exemple, Tinmel, Walidia. Quelle période il a découvert ça? Ça, c'est en 1901. D'accord. Et donc, il en a fait une description relativement détaillée qui nous sert maintenant de base pour justement orienter nos recherches, etc. Mais qui a surtout, effectivement, consacré 2 clichés, c'était exceptionnel à l'époque, 2 clichés pour une structure assez bizarre, voûtée, qui s'appelle aujourd'hui le hammam. Donc, il a appelé le hammam avec une maison dessus et tout ça. Et donc, ce bâtiment exceptionnel, plus que... c'est un vrai hammam? C'est un véritable hammam, monumental, le plus grand de l'Occident musulman, mesdames et messieurs. Donc, c'est pas n'importe quoi. Il date de quand, ce hammam? Et il date de la fin du Xe siècle, au moment où Hermet était capitale régionale d'un émirat. On a parlé de l'émirat des Banu Madrar à Sigil Massa. Là, pour le coup, on a un émirat supplémentaire qui est à partir de la fin du Xe siècle, en fait, qui s'appelle Mghrawa. Mghrawa. D'accord. Et donc, d'où le personnage de Zainab Nafzaouia, etc. On va en parler. Mais juste, restons sur le hammam. Il a quelle taille, ce hammam? Alors, il fait pour le moment 500 mètres carrés, ce qui est exceptionnel. Alors, 500 mètres carrés, aide-nous à 500 mètres carrés. Alors, 500 mètres c'est carrés, sérieux, quoi. Absolument, oui. Avec 2 espaces distincts. Il y a l'espace de réception. Un mot particulièrement intéressant. Le maslakh. C'est-à-dire, c'est pas pour les châtiments corporels, non, c'est pour enlever ses habits, en fait. C'est le lieu de réception. Le vestiaire, quoi. Le vestiaire, lieu de réception, lieu de repos, salle de repos, etc., etc., avant de rentrer dans le hammam à proprement parler, constitué de 3 salles. Non, de 3 nefs. Déjà, c'est 3 niveaux de chaleur. Oui, mais ça c'est plus ancien, cher ami. Ça date de l'époque pré-romaine, d'Orient, etc. Et on en a des hammams d'époque antique au Maroc qui sont du même type. Donc il y a 1000 ans, voilà, à Hermet, les gens allaient au hammam. Exactement. Dans une structure qui ressemble beaucoup à celle qu'on a aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire un vestiaire, une salle froide, une salle tiède et chaude. Et la grosse vapeur. Exact. C'est une découverte remarquable. Donc Et qui n'est pas le plus ancien au Maroc. Le plus ancien, c'est celui de l'époque idrisside, de l'époque de Moulay Idriss à Volubilis. Donc ça, c'est encore le top niveau, on va dire, des structures architecturales qui sont inhérentes au début de l'époque islamique au Maroc.
c'est-à-dire le 8e siècle en l'occurrence pour Volubilis. D'accord, on reste juste sur le hammam. Qui dit hammam dit chaleur, donc j'imagine que c'est la chaleur qui vient du bois, hein, c'est du feu. Exactement. Et ensuite il faut des canalisations. Alors il faut faire circuler l'eau pour... Oui. Ouais. Non, c'est un système en fait qui s'appelle le système Epocost, qui constitue le meilleur moyen pour chauffer la salle chaude et les parois de la salle tiède. Et donc il y a une progression de la chaleur par un système souterrain qu'on ne voit pas et qui est encore utilisé actuellement dans tous les hammams. La salle chaude, celle qui est vraiment très 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 chaude. Dessous, il y a le bois en fait. Il y a la chaleur qui circule. D'accord. Ça vient de l'alandier. Le foyer en fait du hammam se trouve à l'extérieur. Par contre, au-dessus de ce foyer, il y a ce qu'on appelle le barma, une cuve qui est en cuivre souvent d'ailleurs, même actuellement. Et ça permet de chauffer l'eau. Et l'eau froide, on peut la retrouver soit à côté, soit dans la salle froide, soit... Donc il y a tout un système d'alimentation et d'évacuation d'eau extrêmement ingénieux, qui est difficile à comprendre dans la majorité des édifices parce que sinon il faut tout creuser pour suivre les canalisations, etc. Mais c'est le propre de l'archéologie urbaine, donc c'est très difficile parfois de déterrer tout le système d'alimentation d'eau chaude ou froide, mais qu'on visualise à partir de cas actuels ou subactuels. Qu'est-ce qu'on a d'autre à remettre à part le hammam? Alors, il y a beaucoup de choses parce que nos fouilles, en fait, elles ont commencé en 2005 par le hammam. C'était notre objectif, à vrai dire, le hammam. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on est en plein centre-ville. Parce qu'un hammam comme ça, monumental, ça veut dire, en fait, on voulait placer en lui une symbolique portée par l'émirat, justement, de Mrawa. De Mrawa, qui voudrait dire que nous sommes là, que nous sommes forts, que nous savons produire une architecture aussi recherchée, etc. Et donc, forcément, il faut aller chercher autre chose. Et donc, à force de chercher, c'était relativement facile parce comme on sait qu'on était au centre-ville, donc on savait que le moindre sondage qu'on fera, c'est la question logiquement. On a des banquettes. D'accord. On a un certain nombre de... Parce que c'est quand même ou le farran, je sais pas. Parce on a par contre... tout le matériel utilisé en fait pour faire sa toilette, c'est-à-dire les seaux d'antan en poterie, les petites bassines pour faire pour se laver, etc., etc. Mais les autres choses, on attend de... D'accord. Mais si vous avez un hammam de 500 mètres carrés, ça veut dire qu'il y avait du monde là-bas. Il y avait énormément de monde. Ouais. Parce que la deuxième phase, c'est que après avoir découvert le hammam, on a découvert le palais. Donc c'est pas rien. C'est exceptionnel pour l'archéologie marocaine. Taille du palais? Taille de palais, parce qu'on a fouillé en partie le palais. Et la cour centrale du palais, la cour centrale, c'est-à-dire celle qui est destinée à recevoir les invités, etc., avec un système d'apparat, de grandes pièces, des alcôves, etc., une décoration, un bassin intérieur, des jardins intérieurs, etc., il fait 450 mètres carrés à peu près. D'accord, c'est que la cour. Cette cour seule. Après, il y aura des parties, bien évidemment, ce qu'on appelle le haram lek, c'est-à-dire en fait les parties destinées à l'habitat, aux femmes, etc., etc. Personnel privé. La partie privée, exactement. D'accord. La partie privée. Après cette découverte, on s'est dit, dans les textes, on savait qu'il y avait le palais, et notamment un texte absolument merveilleux d'Ibn Khatib, qui a visité le site en 1362. On s'est dit, il parle d'une mosquée qui est à côté de la maison de l'émir, le fameux palais. Et donc, il faut quand même chercher. Et donc, après avoir fait des petits jonglages avec mon collègue américain Ron Messier, on a découvert la mosquée d'Armad, la grande mosquée d'Armad, dont parlent les textes depuis la fin du Xe siècle. Et donc, on l'a découverte. Alors, question. La taille de la mosquée, elle est grande comment aussi? Parce que j'espère avoir à la fin une population, en fait. Oui, j'y viendrai. Parce que, en fait, la mosquée, elle est en partie fouillée. Il fait pour le moment quelque chose comme 1500 mètres carrés. C'est-à-dire, si vous visualisez la belle mosquée de Tinmel, c'est à peu près les mêmes dimensions. C'est-à-dire, on est encore une fois dans une tradition locale qui concerne... C'est pour ça qu'il faut mettre en valeur le projet des Almohades à Tinmel, parce qu'ils ont pris à peu près les mêmes dimensions d'une grande ville.
d'Armat. Et pour la question de la population, la ville elle-même, c'est-à-dire la ville intramuros, elle fait 100 hectares. Donc on aurait pu imaginer quel type de population, de quelques dizaines de milliers de personnes, quelques milliers, Non, aux alentours de 100 jusqu'à 150 000 personnes. Ouais, c'est une grosse ville. Une grosse ville capitale, s'il vous plaît, parce que... Capitale de son émirat, en fait. Capitale de son émirat et la première capitale almoravide pendant moins de 10 ans. Avant la fondation de Marrakech. Avant la fondation Alors, fondation on va de rester Marrakech. juste sur la construction, après on va parler de l'émirat. Le style. À quoi ressemble quel type de construction? C'est-à-dire, est-ce que si cette mosquée, je l'avais sous les yeux, est-ce qu'elle ressemble à une mosquée almohade? Est-ce qu'elle ressemble à... Alors, dans son Est-ce qu'on a état... le gros cube du minaret avec les faces différentes? Alors, dans son état... Aide-moi à visualiser, s'il te plaît. Alors, dans son état le plus récent, c'est-à-dire qui court jusqu'à la fin du XIVe siècle, jusqu'à l'abandon de la ville, en quelque sorte, même si la mosquée n'a pas été complètement abandonnée, mais elle a été réduite. On a une mosquée qui ressemble beaucoup, non pas dans le plan, dans l'organisation de l'espace interne, non pas à Tinmel, mais plutôt à Qarawiyyin. D'accord. C'est-à-dire des nefs parallèles au mur de la Qibla, à l'image de, on va dire, de la première mosquée du prophète, ou à la grande mosquée de Damas. C'est ça les références architecturales, contrairement à Tinmel, qui est plutôt les nefs perpendulaires. C'est un débat, on va dire, c'est des détails techniques, mais très importants, pour que les gens visualisent effectivement l'édifice. Tinmel, des nefs perpendiculaires au mur de la Qibla, à l'image de ce qu'on trouve à la grande mosquée Al-Quds, par exemple. La grande mosquée Al-Aqsa, c'est ça la référence. Et puis après, bien évidemment, grande mosquée Al-Quds veut dire en fait des nefs axiales, celles qui va vers le mihrab, qui sont beaucoup plus larges que les autres. C'est à peu près ce qu'on a à Armat, sauf que dans un plan de 9 parallèles au mur de la Qibla. Et 11 travées, c'est-à-dire 5 travées de part et d'autre, et celle de l'axe central qui est beaucoup plus haute par rapport aux autres, généralement, même si pour Armat, on n'en sait rien parce qu'on a vraiment découvert la partie basse de l'édifice, mais c'est souvent comme ça. La nef axiale est souvent mieux décorée, comme à Qarawiyyin, comme à la grande mosquée Hassan II, etc. Pareil, en fait. Parlons un peu de cet émirat Mghrawa. Mghrawa. À chaque fois que tu viens ici, je découvre un émirat. Alors, qui sont ces gens, s'il te plaît? Alors, ces gens, ils ont pris le pouvoir après la dislocation des Idrissides. Et surtout, dans le cas d'Armat, parce que c'est les Idrissides qui gouvernaient Armat. On le sait parce qu'il y a plusieurs monnaies aujourd'hui qui apparaissent un peu partout, ce qui est exceptionnel. On sait par exemple que le plus ancien dirham qui a été frappé à Armat, c'est un dirham d'Idriss II. D'accord. Et ces dirhams posent un problème, et je reviendrai sur les Mghrawa. Pose problème parce qu'en fait, dans tous les textes, y compris Ibn Abizar, Al-Jazna'i, etc., ils nous disent, Armat fait partie on va dire, de la principauté de Abdullah ibn Idriss qui gouvernait Sousse, le Haut-Atlas, etc. Or, les monnaies qu'on a découvertes, pas nous, mais les collectionneurs de monnaies ont découvert, jusqu'à présent, toutes sans exception, relient le pouvoir à Armat avec Fès. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui était sous la coupe de l'imam idrisside de Fès. D'accord. Donc, il y a une discordance, on va dire, entre la réalité archéologique et les données rapportées, certes tardives, par Ibn Abi Zar'i al-Jazna'i sur le pouvoir à Armat, le pouvoir idrisside. Deuxième élément, c'est que cette ville-là est une ville, d'après les textes, encore une fois tardif, les textes de Bayan, par exemple, de quand ces textes au XIVe siècle. Le Bayan al-Mughrib d'Ibn Addari, et une source beaucoup plus tardive, Turjaman al-Kubra d'Al-Zayani, de l'époque alawite, XVIIe siècle, et donc qui nous disent en fait qu'Armat est une ville antique. Et effectivement, le Bayan al-Mughrib nous rapporte qu'effectivement que la mosquée d'Armat est une mosquée qui réutilise un espace d'une église pré-islamique. D'accord. Donc vous voyez l'importance historique de ce site. Sauf que dans les textes, il mentionne 2 Armat. Il y a Armat Aylan et Armat Urika. Et le premier texte à avoir mentionné ça, c'est Al-Bakri. Il est mort à la fin du XIe siècle, mais en fait, son livre a été terminé en 1064 à peu près, c'est-à-dire au milieu du XIe. Mais tu l'as, ce livre?
Oui, il est disponible, oui. Il est accessible, etc. Mais il écrit, tu as du mal à déchiffrer ce qu'il... Non, parce qu'il a été édité en fait depuis très longtemps. Dans sa version originale, donc il est passé à une version moderne. Mais il est lisible même dans sa version originale. D'accord. J'ai le manuscrit, j'ai le PDF du manuscrit, il est absolument lisible et il n'y a aucun problème. Il est très bien écrit. Et donc, en quelque sorte, ça nous pose un problème. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on fouille? Armat Ourika ou Armat Aylan? Effectivement, tout le monde est sûr maintenant que nous sommes en train de fouiller Armat Ourika par rapport à la grande tribu des Ourika sur place. Et Armat Aylan, il n'est pas encore localisé, c'est Reda. En 2021, on n'a pas encore localisé une ville, l'une des plus anciennes de l'histoire du Maroc. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette région. Et qu'est-ce que je fais là? Bon, alors parlons un peu des Mghrawa. Donc à la chute des Idrissides, ils constituent une sorte d'émirat. Est-ce qu'ils ont une monnaie par exemple? Est-ce qu'ils ont, à part le dirham Idrisside, est-ce qu'ils ont le dirham je sais pas, hermatien, Mghrawi. Alors en fait, c'est toute la question par rapport à ces émirats, on va dire zénètes. Ils sont tous des zénètes. Ils sont tous d'obédience sunnite et donc quand tu dis zénètes, pour être, parce que donc on parle de la grande coalition, la confédération effectivement du Nord, qui touche à la fois le Maroc actuel, l'Algérie, etc. C'est la plus grande confédération. C'est l'une des plus grandes et les plus fortes en fait. Et c'est ceux qui vont donner les Mérinides. Et c'est ça. Mais avant les Mérinides, ils étaient déjà extrêmement forts. Ils ont présidé aux destinées de toute la région du Nord pratiquement. C'est des guerriers vraiment très forts, notamment en cavalerie et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'ils ont eu le pouvoir parce qu'ils étaient prêts à assumer les responsabilités. Donc pratiquement le gouvernement de Sijil Massa a été pris par une partie de cette tribu, Mghrawa, et qui s'appelle les Banu Khazroun, donc après les Midrarides. À Armat, c'est les Mghrawa d'Armat, leur chef c'est Laqot. Et la région de Tadla également, le Challa, il y a également un émirat Mghrawa, la région d'Oujda, Fès, etc. Donc c'est véritablement ceux qui ont mis, grâce aux Omeyyades andalous, ils ont mis la main sur le pouvoir partout au Maroc, en fait. À l'exception de... Mais pourquoi on ne les connaît pas, ces gens-là Pourquoi je découvre ça? Oui, c'est-à-dire qu'on a les Idrissides, après on a les Almoravides qui vont surgir du sud. Alors, et toute là, cette on est partie, c'est complètement dans le flou total. Exactement, on est entre les deux. Alors, Banu Abil Afiya, par exemple, c'est pratiquement un État qui a gouverné pendant 2 siècles et demi dans la région de Fès jusqu'à Nador, Husseima, etc. Nkour, jusqu'à Tanger, parfois. Et qui a gouverné jusqu'à pratiquement l'avènement des Almoravides. C'est les Almoravides qui ont mis un terme à leur gouvernement dans cette région. Disons que les Almoravides sont venus un peu unifier tout ça. Voilà. C'est exactement ça. Ils ont mis de l'ordre dans notre histoire. Ils ont simplifié la narration. la carte. C'est simplifier la carte. C'est ça. Mais cet empire, enfin non, c'est pas un empire, c'est un, comment tu appelles ça, un émirat. Un émirat. Oui. Ils ont des monnaies. Pour répondre à ta question. Redis-moi le nom d'un de leurs... Laqot. Laqot, comment il signe? Il se présente devant les gens comment? Amir Ahmed. C'est ça, Amir Ahmed, mais toujours, ils prennent le soin de mentionner leur relation avec les Andalous, Omeyyades, avec le califat Omeyyade de Cordoue. Comment il le qualifie? Alors, et c'est très bien. Et c'est très bien ta question parce qu'en fait, les monnaies, c'est le meilleur moyen de reconnaître archéologiquement quel rapport ils ont avec les uns et les autres. Par exemple, on peut trouver Wadoriba bi Armat, Doriba hada dirham bi Armat, sanat telle date. Effectivement, il y a Hijriya, bien sûr. Il y a 2 Hijriya, il y a 2 dirhams qui sont de cette époque, Mghrawa. Et derrière, ils mettent en fait Al-Amir, Amirul Mu'minin, par exemple Hicham, parce que c'était celui qui... Elle a dit l'Armat. Là, il y a le Cordoue. Ah, d'accord. Exactement. Et ils mettent même le vizir, le grand vizir de l'émirat de Cordoue, c'était le Mansour ibn Abi Amir, qui gouvernait de fait donc, à la place du calife. Il est le troisième. Lui, il se contente d'Armat. Il ne mentionne même pas le nom, en tout cas pour les 2 dirhams de l'époque, il ne mentionne même pas le nom de cet émir. Alors parce que moi j'ai un problème conceptuel. Armat, Cordoue,
Même aujourd'hui, c'est quand même une route. Il faudrait quelques heures ou même 2 ou 3 jours pour... Un peu plus, oui. Quand tu me dis que cet émirat d'Hermès se met un peu sous la coupe de... Concrètement, ça consiste en quoi? Oui. Est-ce qu'ils ont une autonomie d'organisation, d'impôts? Je ne vois pas très bien comment on peut gérer un espace aussi long à l'époque. L'un des éléments, par exemple, où cette dépendance se manifeste, par exemple, la khutba de vendredi. Voilà, la khutba de vendredi. Est-ce que le khot la décide? Alors, il la décide, mais en fait, il présente son allégeance au calife. Dans la khutba. Dans la khutba. D'accord. Dans le discours. Exactement. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on fait une khutba, on présente forcément... au nom de tel souverain, etc. Donc, alors, il va dire dans sa khutba au nom de Hicham, voilà. Machin, mais après, est-ce qu'il va dire ce qu'il veut? Ou est-ce qu'il va valider? C'est ça ma question. Non, le contenu lui-même, franchement, il est variable parce qu'on est dans un système plutôt autocratique, etc. Donc, il peut présenter les priorités du moment, etc., etc. On n'est pas dans le... Par contre, il y a ça, il y a aussi l'impôt. Voilà. Effectivement. Il y a aussi la relation, par exemple, quand on dit la construction de la mosquée d'Armat, généralement, dans les textes, on dit que c'est le calife de Cordoue qui l'a construite, justement. Donc, il y a des flux financiers. Donc, vous voyez, il y a quand même des relations directes. De vassalité, disons. De vassalité, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Donc c'est cette ville-là qui va être prise après Sigil Massa par les Almoravides, donc les fameux voilés qui vont prendre Hermet, c'est bien ça. Et c'est donc Abou Bakr bin Tashfin. Ben Omar. Ben Omar, exactement. Le tonton de Youssef. Exactement, de Youssef. Et il va, dans les prises de guerre, récupérer une dame qui était plus ou moins reine d'Hermet, qui est le Lazin ibn Nefzaouia. Et là, il faut que tu nous parles de ce personnage, parce qu'il est quand même extraordinaire. Un personnage, encore une fois, emblématique. Qui est-elle? Alors, elle, c'est une native d'Armat, mais dont la famille est originaire, en fait, de Nafza. Ah, Nafza. Nafza, c'est-à-dire au sud de la Tunisie, Gafsa, etc. C'est là où il y avait la tribu des Nafza, mais qui se sont installés à Kérouan. Et donc, comme s'ils sont des grands commerçants, c'est tout à fait normal qu'ils se retrouvent en quelque sorte à Armat. Mais en fait, il n'y a pas que le commerce qui les a amenés à Armat, mais les problèmes que vivait à l'époque Kérouan, qui était sous le régime arlabide et puis fatimide, et donc ils ont quitté l'exode, quoi. Ils ont quitté Kérouan pour ces raisons politiques. C'est le refuge. Exactement, c'est des refuges, exactement. Ouais, des refuges. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Il y a toute une, on va dire, des familles kairouanaises qui se sont installées à Armat à cette époque. Et ils sont souvent des commerçants. Et on les appelle d'ailleurs des commerçants militants. C'est-à-dire, ils sont d'obédience en fait malikite. Ils adoptent, c'est des sunnites en fait, parce que voilà, Kairouan, c'est quand même le foyer le plus fervent du malikisme maghrébin, avant même Fès. Dont la mosquée s'appelle Karawiyin, d'ailleurs par le nom des Kairouanais. Et donc, ils utilisent le commerce, un peu à l'image des protestants, comme un devoir pour faire ce qu'on appelle la da'wa, faire la prédication religieuse. Et donc, c'est un djihad commercial, en fait. Exactement. C'est une porte d'entrée dans la cité. Voilà, exactement. Et ça n'a pas été étudié. Mais on le sent en filigrane dans l'étude, par exemple, des textes géographiques qui sont faits des personnages des commerçants d'Armat, ou les textes géographiques des saints d'Armat, entre parenthèses. Et donc, ils se sont installés là. La famille de Lalla Zeynep. Hein? Donc, il a été éduqué d'une façon, mais vraiment... aristocratique, on parle d'une dame très instruite. Oui, voilà. Très instruite, avec une parfaite connaissance des réalités locales, des tribus, etc., des besoins de cet espace, de la relation entre la montagne et la plaine. Et ça, c'est très important pour Armat, étant donné que c'est une ville du Piémont. Et donc, la richesse, finalement, ne dépend pas uniquement de la plaine dans laquelle Armat est implanté. Ça, c'est très important, parce que pour la première fois, on se retrouve dans une plaine extraordinaire, le Haouz. Riche, extrêmement agricole. riche, au niveau hydraulique, au niveau... on se retrouve avec une ville qui s'implante dans un milieu, normalement, qu'on exploite pour l'agriculture. Et comme par hasard, on implante la ville. C'est complètement bizarre par rapport à l'idée qu'on se fait de l'implantation de l'habitat dans les milieux amazirs, etc.
Alors, quelle est l'idée qu'on se fait de l'habitat dans les milieux Alors, amazighs? la tradition voudrait que toutes les parties exploitables, cultivables, soit exploitées, ne sont jamais construites. Construites. Jamais. C'est du gâchis, en fait. C'est du gâchis. Et pourtant, c'est ça, Hermet. Et pourtant, c'est ça, Armat. Alors, pourquoi? Oui, pourquoi? Voilà, c'est ça la question qui se pose. C'est tout simplement parce que la décision de construire Armat dans cette plaine est une décision éminemment politique. C'est-à-dire une décision qui a été prise par un pouvoir extrêmement fort, qui veut vraiment laisser passer un message à l'image de ce qu'on a fait, par exemple, quand on a construit Taroudant, en plaine de Sousse, en plus où il n'y a pas beaucoup de ressources agricoles, etc. On prend 250 hectares, boum, on implante à Taroudant. C'est très bizarre. Pour les connaisseurs les géographes, c'est très bizarre. Mais en fait, c'est justifié par la raison politique, en fait. La réalité politique voudrait que le pouvoir en place voudrait laisser passer un message comme quoi on est fort, on est capable de défendre une ville comme ça, on n'a pas besoin forcément des ressources hydriques ou là des ressources agricoles directes que le site peut nous produire, on est capable de faire venir de la richesse, de créer de la richesse par d'autres moyens, etc. etc. D'accord. Alors quand Abou Bakr Ben Omar, après avoir pris Sijil Massa, prend Hermet, donc le chef de l'armée almoravide venant du sud, donc Zineb, qui était un peu princesse ou la reine d'Hermet, devient captive, c'est ça? Et elle va passer du statut de captive à statut de conseiller, puis quasiment beaucoup plus, parce que contrairement aux Almoravides qui sont installés, qui ont pris la ville militairement, ils ne sont pas capables de la gérer. Ils sont plus habitués aux grands espaces, le nomadisme, etc. Ils se retrouvent avec une ville à gérer, qui a des problèmes de ville et qui a des problèmes de montagnards. Et ça, ils n'ont pas cette culture-là. C'est bien ça. Et surtout, ils n'ont pas le temps à consacrer à la gestion de ces milieux. On l'a vu à Sijil Massa. Ils ont conquis Sijil Massa aujourd'hui. Le lendemain, les gens de Sijil Massa, les habitants de Sijil Massa se sont rebellés. Ils ont repris la ville. Donc, les Almoravides, ils ont dans leur tête un objectif. C'est vraiment d'aller le plus loin possible pour unifier ce petit monde et surtout la notion du djihad qui les amène à toujours plus loin, au maximum. Donc Zineb devient la femme de Abou Bakr. C'est ça, parce qu'il lui propose en fait un deal en disant, ben voilà, moi je connais les lieux, je connais très très bien les tribus et les forces vives de ce lieu, et surtout j'ai une richesse immense. Un texte d'Ibn Addari, par exemple, nous raconte qu'il lui a fermé les yeux, il l'a emmené dans les caves, etc., en lui exposant toutes ses richesses et tout ça. Et donc, il l'a convaincu de faire, en fait, un projet en commun. Alors, ça pourrait être complètement construit, cette histoire. Non, mais elle est jolie, comme cette histoire, elle est jolie. Mais en tout cas, ça démontre encore une fois que la question du genre ne s'opposait absolument pas du tout. Oui, parce qu'il faut préciser que cette dame a été mariée, c'est son troisième mari. C'est son troisième mari. Et Youssef Mtachfine sera son quatrième mari. Exactement. Ça remet en perspective la force féminine, justement. Non, mais surtout quand on voit qu'il s'agit de... Enfin, en tout cas, Youssef Mtachfine, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire du Maroc. Exactement. Voilà. Exactement. Il a épousé une femme dont c'est le quatrième mari. Exactement. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Et surtout, la femme n'avait pas de problème à s'imposer dans un monde politique, en fait. Alors bizarrement, c'est cette femme-là qui va finir par, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, tu me corriges, que l'Empire almoravide s'étendant, ils étaient donc en train de guerroyer avec Balrouata, avec d'autres tribus, ils avaient besoin d'une base un peu plus proche de l'Atlantique, et c'est là où on va obtenir Marrakech. Alors, il y a plusieurs traditions. D'accord, vas-y. En fait, ça part effectivement d'une histoire qui peut être anecdotique, qui voudrait que les gens d'Armat, les habitants d'Armat, sont venus expliquer à Abou Bakr Ben Omar qu'ils ont des problèmes en fait d'accès à leurs propriétés, à exploiter leurs terres, etc. Et donc, il faudrait que Abou Bakr Ben Omar trouve une solution pour installer ses troupes. En réalité, cette histoire est peu crédible dans la mesure où les Almoravides, quand ils se sont installés à Armat, visiblement, ils se sont jamais installés intramuros. Ils se sont installés dans leur tente en dehors d'Armat. D'accord. Pas très loin, mais en dehors de la ville, en fait. Ce qui fait que sa tradition est peu crédible. Il y a une deuxième chose, c'est que, effectivement, à partir du moment où Armat devient capitale, les ressources naturelles locales sont limitées. Effectivement, il y a une plaine, il y a de l'eau,
Mais pour installer ce petit monde avec toute l'attraction que peut exercer la présence d'un pouvoir dans un lieu, eh ben, il faut trouver des solutions pour le logement, pour la circulation, pour les commerçants, etc. Et donc, il fallait créer en quelque sorte une ville qui serait la capitale officielle dans des conditions beaucoup plus asmito. Il se trouve que le lieu sur lequel les tribus se sont mis d'accord, c'est Marrakech actuel, qui est un super mauvais choix. Pour l'eau, par exemple. Ouais, c'est un choix une politique. Catastrophe. C'est un choix politique. Exactement. Comme Taloudant. Comme Taloudant, exactement. Donc, c'est un choix vraiment politique. Et donc, qui vient de, des concessions qui ont été faites par le pouvoir almoravide et les tribus locales. Alors, deux questions. Est-ce qu'on a la date de cette inauguration de Marrakech? Oui. C'est quoi? 1070. D'accord. Donc, c'est encore sous l'émirat d'Abou Bakr? Non. Il est déjà rentré en fait au Sahara. Il est pas reparti. Il est reparti. Donc, Zeynep est la femme de Youssef Ben Sech. Est devenue femme. L'inauguration, je parle. D'accord. Mais effectivement, le lancement des travaux peut être daté d'avant cette période. Alors, si vous voulez plus de détails sur l'histoire de Abou Bakr qui repart guerroyer, qui confie sa femme à son neveu, qui revient la récupérer, à qui on explique que c'est une mauvaise idée, etc., reportez-vous au podcast sur les Almoravides. Très belle histoire où donc Zeynep se retrouve femme de Youssef et ça va être le couple un peu conquérant idyllique des Almoravides. Alors si on revient à Hermet, parce que c'est quand même le sujet, donc Hermet va être un peu siphonné par Marrakech. Oui et non. Oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où un pouvoir quitte un lieu, quel qu'il soit, il périclite un peu, quoi. Ouais. Et il perd de son importance. Bien sûr. Oui. Mais en réalité, Hermet s'est toujours imposé avec deux facteurs importants. Un, le facteur commercial. Les caravanes continuent de passer à Hermet parce qu'il y a des assises, ce dont on a parlé à Sijil Massa, des investissements énormes qui ont été faits, exactement, qui ont été faits dans ce hub. Effectivement, ils se retrouvent pour les refaire pareil dans un lieu, une nouvelle ville. Il faut prendre du temps. Or, Hermet, c'est efficace, c'est la productivité immédiate. Quand tu parles de hub et d'infrastructure, c'est quoi? C'est des endroits où on stocke les... Par exemple, pour stocker, pour la résidence, par exemple, des commerçants, le parking des chameaux, ne serait-ce que ça. Vous voyez, une caravane, c'est quand même des centaines de chameaux. Et donc, quand tu... Une logistique, bien sûr. Une logistique extrêmement... Exactement. Et surtout... Des parkings de chameaux. Voilà, les parkings. Et c'est Ronald Messi qui utilise ce beau terme que j'aime beaucoup. Il me parle de... les ânes, ils sont parqués où, par exemple? Et c'est très joli. Et donc, il y a aussi, par exemple, la productivité et la production artisanale, par exemple. On connaît la richesse d'Hermet en termes, par exemple, de la production métallurgique et qui a alimenté tout le commerce transsaharien. Et qu'on a trouvé énormément, par exemple, de cuivre dans les sites sahariens qui n'ont pas ce minerai. Mais il est où le cuivre en fait? Eh bien, il est dans le Haut-Atlas. D'accord. Donc, il est travaillé à Hermet. Il est travaillé à Hermet. Et il est exporté ensuite. Il est exporté. Mais il travaille ça donne quoi le cuivre? En fait, ça donne des barres, des petites barres de 30 jusqu'à 50 cm à peu près de longueur. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces barres? Eh bien, on les emmène au sud, en Afrique noire, pour les transformer en ustensiles de cuisine, en outils. Donc la barre, c'est une forme intermédiaire d'exportation en fait. Exactement. C'est la matière première. Moyen. C'est le packaging de C'est l'époque. ça, exactement. Donc il y avait une industrie en fait. Exactement. Voilà. C'est comme l'or par exemple, il est sous forme de petites boules en fait d'or. C'est pas des lingots à l'époque. C'est des petits lingots mais rectangulaires qui font grand maximum 3 à 4 cm de long. Et il est où l'or? Eh bien, l'or, on le découvre chez les autres, en fait, sous forme de monnaie. C'est lui qu'on importe, en fait. Alors, ce qu'on importe, c'est sous forme de sable, en fait, pas du tout transformé. On le transforme sous forme de poussière et on le transforme dans ces endroits, Sijil Massa, Temdoult, Hermet. Temdoult, Temdoult, c'est la région de Tata et c'est encore beaucoup plus au sud. Beaucoup plus au sud, c'est vraiment, ça mérite... Elle aussi, c'est une cité perdue. Une cité perdue, magnifique. Nouveau podcast. Non, mais moi, je suis un peu surpris de voir comment ces cités disparaissent. C'est-à-dire est-ce que ça veut dire qu'il y a des grosses
problèmes, enfin des grosses difficultés de démographie, ou des grosses épidémies, ou des grosses catastrophes économiques, parce que j'ai quand même l'impression que même si c'est une cité périclite, c'est-à-dire que si demain Rabat n'est plus la capitale du Maroc, on imagine bien qu'énormément d'activités vont chuter, qui font qu'on y va, les activités administratives, etc. Mais je ne pense pas, enfin, il va rester un centre urbain. Il va rester un centre urbain moins important, mais qui va perdurer. Or, ces centres urbains, Sijil Messa et Hermet, disparaissent complètement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des catastrophes? Il y a des catastrophes. Certainement, il n'y a pas un facteur unique pour la disparition de ces villes. D'ailleurs, ils sont jamais disparus. Armat existe toujours. Sauf qu'il y a une transformation progressive, en fait, qui sont le résultat du départ du pouvoir, etc. Mais il y a la question des épidémies, sachant que le XIVe siècle, c'était vraiment très, très, très sévère. Mais il y a les 350, sécheresses. c'est la fameuse peste. C'est ça, exactement. Où meurent les parents de Mkheldo. Exactement. On parle de la moitié du bassin méditerranéen qui disparaît. Contrairement, par exemple, au nord de la Méditerranée, où il y a une activité des naissances beaucoup plus importante qu'au sud. Et la question de l'eau, par exemple, les sécheresses. Bien sûr. À Armat, on le voit concrètement. On a une canalisation qui fait 70 cm de large. Tout d'un coup, ils la réduisent à 10 cm ou 20 cm de large. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, on voit ça concrètement, on peut le voir concrètement sur le terrain. Un autre élément qui a fait qu'Armat a perduré, même après le départ des Almoravides, c'est son importance religieuse. Armat, à partir de la mosquée dont il est question au tout début, c'est là où ils sont partis les grands savants du Maroc, les grands soufis du Maroc actuel. Moulay Abdallah, par exemple, Sidi Ben Nour, Sidi El Roumati au sud, dans le désert. Sidi Ben Nour, pour moi, c'est mes vacances de Sidi Bouzid. Et bien, tout cela, effectivement, ils sont rattachés à Armat. Et d'ailleurs, il y a encore, au jour d'aujourd'hui, des gens de la région de Sidi Ben Nour qui viennent à Armat pour faire leur pèlerinage. Ah bon, ça existe encore? Ça existe encore. Vous voyez, donc ce Moulay Abdallah, c'est un homme qui a existé. Bien sûr. Qui a été formé à Armat. Bien sûr. Et pourquoi on le retrouve à plusieurs centaines de kilomètres? Parce que c'est le lieu, effectivement, c'est le lieu de sa famille religieuse, les Amrariyin, qui se sont installés à Tet. Tet, c'est Moulay Abdallah actuel, mais en fait, à la base, il s'appelle Tet. Tet Naftar, au sud d'Il Jadida, 7-8 km. Après Sidi Bouzid. Juste après Sidi Bouzid. Et Sidi Bouzid, c'est le fils de Moulay Abdallah. Ah bon? Oui. Alors, quelle découverte. Donc Bouzid, Sidi Bouzid, oui. Ould Abdallah. C'est Ould Moulay Abdallah. اللي قرا في أغمات. اللي قرا في أغمات. ورجع لبلادو. رجع لبلادو. Pour prendre en charge l'orébat de ses parents. Mais personne ne sait ça en fait, même les gens qui sont à Sidi Bouzid. Enfin, en tout cas, il faut faire une plaque. Mais faites une plaque à la plage au moins. Écoutez, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a proposé à la commune de Moulay Abdallah, qui est certainement l'une des plus riches communes du Maroc. Ils ne nous ont même pas calculé. Entre parenthèses. D'accord. No comment. D'accord. Donc Bouzid et Abdallah, je viens de faire le lien. On revient à Hermet, centre, donc tu as dit intellectuel, centre commercial, centre religieux, centre sanitaire aussi avec un grand hammam, centre hygiénique. Centre hygiénique. Alors, si j'ai bien compris, si on fait un petit saut en avant, Youssef Msachfine, donc nouveau mari de Lelazine, bon, des péripéties de couple sont dans un autre podcast, mais donc va sauver les fameux roitelets andalous qui sont sous la pression de Alphonse VI, je pense, Alphonse VI de Castille qui a envie de les reprendre. Il monte avec son armée, ses chameaux et ses guerriers et l'affrontement se passe à Zlaqa en 1096, je pense. 86. Victoire almoravide, recul des forces chrétiennes et là, une sorte de coup d'État, c'est toi qui nous l'as raconté, où Youssef Msachfine décide de soumettre les roitelets à son autorité ou à les déporter en résidence surveillée. C'est ça. Et là, on voit arriver les roitelets andalous en résidence surveillée à Hermet. Donc il y a un qui s'appelle Boulourine, c'est ça? Abdullah ibn Boulourine. Boulourine. À chaque fois que j'entends Boulourine, j'imagine un Ukrainien. Je suis désolé. Mu'tamid ibn Abbad, connu aussi de Séville, lui, c'est ça? Il y en a d'autres? Il y en a un autre, en fait, Mohamed le Moutawakkil, qui est celui de Badajoz. Attention, Moutawakkil, j'en connais un. C'est pas celui-là. Pas le Saadien. Non, pas le Saadien. C'est un autre Moutawakkil de Badajoz. De Badajoz qui a été tué, en fait. C'est le seul qui a été vraiment mis à mort sur place par le général. Il n'est jamais arrivé à Hermet. Non. Alors, Mu'tamid, c'est Séville. Séville. Boulourine, c'est
Abdullah ibn Bouloukhin, c'est Grenade. Bouloukhin. Bouloukhin. Belkha. Belkha. Pardon. Donc lui. Mais dans les textes, vous pouvez trouver Bouloukhin, par exemple. Ouais, parce que je sais pas comment je l'ai lu, mais Oui, c'est ça. Donc ces deux-là, il y en a d'autres qui se retrouvent à Hermet? Non, les deux. D'accord. Ils se retrouvent donc en résidence surveillée à Hermet. Exact. Et les Almoravides prennent directement le pouvoir des cités andalouses. Voilà. Et c'est là où ils vont mourir là-bas d'ailleurs. Et ils vont mourir à Armat. Voilà. Peu de temps après, ils sont enterrés là-bas. Pour Mu'tamid, par exemple, qui est le poète et qui a fait beaucoup d'encre et dont on parle dans tous les sens. Qui a une petite récupération politique aussi. C'est ça, c'est exactement ça. Mustafa Qadiri peut parler de ça. C'est vraiment impressionnant. Hein. Depuis les années 20, la fin des années 20, il y a tout un système en fait de propagande andalouse, etc., qui sont venus visiter le tombeau qui était sous forme en fait d'une petite, même pas Koba, juste un petit enclos avec construit en terre avec vous la l'avez tombe. trouvé celle-là, elle existe? Alors, il existe en fait dans les photos. Mais maintenant, depuis 1970, en fait, le tombeau a été complètement refait à neuf, avec une qubba à l'image des Almoravides, etc. Et c'est très Donc, il a été curieux. traité avec respect, celui-là, dans son exil, par exemple. Tous les deux ont été traités avec respect. Donc, Sauf, bien évidemment, comme Ibn Abbad a eu une aura, surtout le fait qu'il soit poète, etc. Donc, dans les traditions orientales, tous les orientaux nous attaquent ou attaquent les Almoravides comme étant des sauvages, des barbares, etc. À emprisonner un poète et tout ça et tout ça. Mais en fait, en réalité, il est traité non pas comme roi, mais comme un simple citoyen d'Armat. Et c'est tout. Et d'ailleurs, mais est-ce qu'il est libre de ses mouvements à Hermet? Il se réveille le matin, il peut sortir. Il est libre de ses mouvements. La preuve en est, le texte écrit. C'est un livre autobiographique écrit par Abdullah ibn Bouloukhin, qui s'appelle Kitab Tibyan. Alors, Bouloukhin, c'est le grenadin. Le grenadin, oui. Le grenadin, oui. Et qui décrit la situation, sa situation à Armat. Ah, vous l'avez ce livre? Oui. D'accord. Oui. Donc il raconte. Il raconte sa vie à Armat, il raconte la fin de son pouvoir en Andalousie, etc. Il est traité convenablement. D'accord. Donc il est un peu amer, j'imagine, d'avoir perdu son. Ah oui, ça c'est sûr. Il est en exil en fait. Il est en exil, il a perdu son pouvoir, le faste dans lequel il vivait. Et Ibn Abbas. Oui, mais c'est justement l'occasion de comparer la vie quotidienne de Grenade avec la vie quotidienne d'Hermet. Alors là, on est sur les Almoravides, donc c'est le même empire. Mais il couvre des réalités parfois différentes selon la géographie. C'est certain. C'est certain. Mais à vrai dire, d'après nos études archéologiques, Armat n'a rien à envier à n'importe quelle ville de l'Occident musulman. De l'époque. De l'époque. Il est absolument paré d'une architecture magnifique. Les maisons, on le sait maintenant, c'est vraiment... Parce qu'on a quand même l'idée, je ne sais pas qui l'a construite, je me livre à toi, parce que si je dis ça, Mustafa Qadiri il va me manger dans la réponse. Mais on a quand même l'idée qui est construite, je ne sais pas dans quelle mesure elle est vraie, qu'on a un Occident musulman andalou haut de gamme, avec une riche vie culturelle, y compris infrastructure, machin. Et on a une partie du Maroc continentale, c'est-à-dire africaine, là où on est aujourd'hui, qui est à la traîne, en termes de développement. Est-ce que tu valides cette théorie? Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Nous sommes en mesure maintenant, grâce à l'archéologie, de dire exactement le contraire. C'est-à-dire tous les fastes, on va dire en termes d'architecture, des choix, des décorations, etc., du mobilier, de la céramique, des matériaux et techniques de construction, nous sommes en mesure de dire exactement le contraire. Que tous les savoir-faire que nous avons découverts, bien évidemment depuis le début du siècle en Andalousie, ils sont originaires de ces lieux, on va dire, continentaux que représente le Maroc africain, que représente aujourd'hui. C'est absolument valable pour tout. Alors, quand on dit, par exemple, que les Almoravides arrivent en Andalousie et sont choqués par la mollesse des roitelets locaux, par leur goût du faste, et que c'est des durs qui viennent du désert, et entre les deux, il y a des petits chocs culturels. Et les Andalous les prennent pour des barbares, eux, ils les prennent pour des mauviettes. Pour aller vite, hein, je symbolise, à tel point que l'aristocratie guerrière du voile, etc., était interdite aux Andalous parce qu'il fallait pas qu'ils se prétendent guerriers alors qu'ils les avaient appelés à la rescousse. Donc c'est quoi? C'est un mythe?
Ou alors ils auraient pu avoir le même choc à Hermet, tout simplement. Non, à mon avis, les chocs. C'est le nomade citadin, en fait. Oui, c'est tout à fait normal. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui vient d'Oussous avec son turban, il s'agit là-bas, chaude, etc. Donc c'est citadin, c'est rural urbain. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Mais franchement, si vous faites la comparaison entre un Andalou et un Fessi de l'époque médiévale du XIIe siècle, en termes de savoir, en termes d'accès, par exemple, à une vie luxueuse, à une architecture cousue et bien décorée, je veux dire, c'est une construction. C'est une construction idéologique, tu veux dire. idéologique, des textes notamment pour justement démontrer que, voilà, soit que les Almoravides ont bien fait de venir parce que on est face à des gens qui sont incapables de défendre justement l'Andalousie, ou soit tout simplement de dire, ben, ceux-là c'est des sauvages et c'est des Andalous qui leur ont inculqué la civilisation, la littérature, etc., etc. Il faut préciser que dans ce contexte-là, Youssef Msachfine, lui, n'est pas un vrai nomade, c'est-à-dire qu'il a grandi en ville. Eh ben, quand on voit les villes justement de la Mauritanie actuelle, on se demande, bien évidemment, le mode de vie est fondé sur le nomadisme parce que c'est des grands pasteurs. Des grands espaces. Mais en fait, franchement, quand tu vois, par exemple, la ville de Kombi Saleh ou Où est la ville de Kombi Saleh? au sud de la Mauritanie, Vers le c'était Sénégal. la capitale de ce qu'on appelle la ville de Ghana, du D'accord. royaume du Ghana. Et comme il s'appelle Aoudaroust, par exemple, qui est un peu plus au nord et qui est connu depuis le Xe siècle, les maisons n'ont rien à envier, franchement. Elles sont différentes dans l'organisation spatiale, etc. Mais ils n'ont rien à envier aux maisons de Sijil Massa, d'Armad, de Fès, de Sivi et de Grenade. Ben merci beaucoup. Enfin, je sais pas, tu as quelque chose qui te reste Non, juste de dire qu'en fait, l'une des chances que nous avons à fouiller à Armat, c'est que c'est une ville qui nous propose effectivement de connaître justement la matérialité de cette ville, entre parenthèses, médiévale marocaine. Ce que nous ne pouvons plus faire à Rabat, par exemple, ou à Marrakech. qui est construite par-dessus, quoi. Exactement, parce que c'est des villes vivantes et que, bien évidemment, on manque de l'archéologie urbaine, c'est-à-dire de l'archéologie préventive, qui nous permettent en fait que, une fois qu'on voudrait construire, je ne sais pas, un parking au centre de la Médina de Rabat, eh ben, on donne la possibilité aux archéologues d'intervenir pour collecter l'information et après faire... Mais ça existe, par exemple. Est-ce qu'il y a des constructions à Marrakech ou qui se heurtent à des vestiges bien sûr, archéologiques? Toutes les constructions récentes à l'intérieur de la Médina de Marrakech sont des constructions qui sont faites sur des sites archéologiques, d'un potentiel archéologique extraordinaire. Donc, monsieur Mohamed qui veut faire un riad, il commence à creuser. Exactement, et il va tombe sur tomber quelque chose. sur des niveaux antérieurs de l'époque almoravide, almohade, mérinide. Eh ben, on passe... Vous avez rien à dire, là, c'est chez lui. Hein. C'est chez lui, mais en fait, parce que justement, en termes de juridique, on n'a pas le droit d'arrêter ce qu'il fait. Oui, mais vous pouvez au moins regarder ce qui se passe avant Alors, qu'il s'il nous appelle, bien fasse son évidemment, riad, ouais. oui. S'il nous appelle, lui. Mais il ne va pas vous appeler, hein, il a peur que vous arrêtiez. Que vous arrêtez les chantiers. Et ça, c'est une démarche qu'il faut expliquer aux gens, tout simplement, que quand on vient dans un chantier comme ça, ce n'est pas pour arrêter le projet lui-même. On collecte l'information, c'est comme les chantiers, par exemple, d'autoroute ou là, de TGV en France. Le TGV, on ne va pas le décaler de 150 mètres à gauche ou à droite. On fait nos fouilles archéologiques sur le tracé, on collecte l'information, on détruit les vestiges qu'on a déterrés, qu'on a mis au jour, et après le projet continue. D'accord. Mais écoute, on a l'information, on détient l'information historique, et la connaissance et progresse. la connaissance progresse. Merci beaucoup, Abdullah. C'était très intéressant. Comme d'habitude, tu vas être... ne te le donne pas trop de ton domicile. Tu vas être rappelé par Radio Ma'arif pour d'autres cités perdues. À bientôt, les amis, pour un nouveau podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.